matinale Tocsin, 8h-10h, à la volée. Aujourd'hui, dans À la volée, nous recevons Édouard Husson. Édouard Husson, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire, directeur de publication du Courrier des stratèges et cofondateur de l'Institut Brennus. Alors, on va se poser une question. Quel est le rôle géopolitique de la France dans le conflit israélo-palestinien, au sens très large ? Dans un premier temps, on va commencer par faire un point d'histoire sur le conflit. La France, on le rappelle, est le premier d'Europe à avoir reconnu l'État hébreu. Quelques années plus tard, la situation se gâte un petit peu en 1967, au moment de la guerre des 6 jours lancée par Israël, avec une attaque qui avait été perçue du côté de la France comme une agression, et le célèbre discours du général de Gaulle que l'on va écouter maintenant. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'ils formaient depuis 19 siècles. L'an prochain à Jérusalem, Israël ayant attaqué, s'est emparé en 6 jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur l'histoire de ce conflit et surtout de la position de la France vis-à-vis d'Israël ? Oui, bien sûr. Alors, c'est presque dommage de ne passer que cet extrait du discours du général de Gaulle, parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur la fameuse formule « le peuple d'élite sûr de lui-même est dominateur », formule qu'il utilise d'ailleurs au style indirect. Il ne l'assume pas forcément pour lui-même. Mais en fait, c'est l'ensemble de la déclaration qu'il fait ce jour-là, le 27 novembre 67, en conférence de presse, qui est absolument extraordinaire parce que c'est un modèle d'équilibre. C'est-à-dire que le général de Gaulle insiste sur le fait que on est 5 jours après la résolution 242 du Conseil de sécurité, que Israël doit respecter les résolutions des Nations Unies. Et effectivement, il désigne Israël comme l'agresseur dans la guerre des 6 jours. Mais par ailleurs, il fonde aussi l'existence de l'État d'Israël sur le consensus des Nations Unies. Et ce qui est très très intéressant, je crois, par rapport à aujourd'hui, en fait, quand on prend les décennies de conflit, c'est que De Gaulle ne justifie jamais, ni par l'histoire, ni par la religion, la position de la France dans ce qui se passe au Proche-Orient. Et ça, c'est extrêmement important parce que dès que vous essayez de vous réclamer de l'histoire en disant un tel était là avant un tel, à ce moment-là, c'est la fin, parce que on peut toujours justifier qu'avant ça, il y a une autre population qui a habité et qui justifierait telle implantation. Et puis d'autre part, dans la grande tradition de la politique française, depuis au moins le cardinal de Richelieu, De Gaulle sait que dès qu'on mêle la religion à la politique, ça devient extrêmement dangereux, ça devient en fait de l'explosif. Et donc, ce que De Gaulle veut, c'est une résolution politique du conflit en s'appuyant sur les résolutions des Nations Unies. Alors, à partir de là, c'est une politique française qui avait commencé avant lui et qui a continué au moins jusqu'à Jacques Chirac. Ensuite, peut-être que ça devient un petit peu plus obscur, dans la mesure où, à partir de Nicolas Sarkozy, les présidents français sont trop proches des positions américaines pour continuer à apparaître comme impartiaux dans le conflit israélo-palestinien. Et justement, cette tradition géopolitique de la France commence à se rapprocher, vous venez de le dire, de l'influence des États-Unis. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu là-dessus, sur cette perte de légitimité
Oui, vous savez, c'est tout simple. Quelle qu'ait été son énergie et son pragmatisme, Nicolas Sarkozy a commis une erreur considérable qui a été de ramener la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Et à partir de ce moment-là, la France a progressivement cessé de peser. Et on le voit bien avec Emmanuel Macron. Regardez, Macron est parti en Israël dans l'idée qu'il va œuvrer pour la paix. Mais le problème, c'est que si les États-Unis, à son retour, disent non, mais nous, en fait, on va faire de telle manière, et que ça ne correspond pas à la position qui aura été défendue par Macron, Macron va dire bon, très bien. Rappelez-vous, il y a quelques mois, il est allé en Chine et il voulait une position très modérée de l'Union européenne sur Taïwan. Aussitôt, protestation d'un certain nombre de pays au sein de l'Union européenne disant non, c'est pas la position commune aux États-Unis et à l'UE. Et donc, je crois que nos dirigeants, en fait, se sont condamnés à l'insignifiance tant que ils continueront à parler depuis l'OTAN. Et moi, j'ai une position qui est même beaucoup plus radicale que celle qu'on pouvait défendre dans les années 60. Dans les années 60, le général de Gaulle tenait à la solidarité au sein de l'OTAN parce qu'il y avait encore un danger soviétique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui menace la France ? Où est-ce qu'il y a un danger ? Il n'y en a plus aucun. Il n'y a plus aucun danger sérieux. Et il pourrait y avoir, on y reviendra peut-être tout à l'heure, des dangers d'importation de certains conflits extérieurs en France. Mais sinon, il n'y a pas de danger qui menace la France, la sécurité de la France. Et donc, notre présence dans l'OTAN n'a plus de raison d'être. Alors, ces derniers temps, la ligne du gouvernement a semblé très peu dans la mesure. On a eu l'idée d'un soutien inconditionnel à Israël. Toute la classe dirigeante politique, alors même que Netanyahou venait d'annoncer ses velléités guerrières, disons, toute cette classe politique d'habitude si prompt à appeler au pacifisme, et que Netanyahou venait de parler d'animaux humains, s'est rangé unanimement derrière le droit à se défendre. Macron lui-même a utilisé cette formule. On a aussi Gérald Darmanin qui a dit que toucher un juif de France, c'était la République, qui s'est déplacé vers la communauté juive, qui s'est rendu dans des écoles juives. D'un autre, le déséquilibre repose sur le fait qu'il y a eu très peu de mots, à l'inverse, pour les Palestiniens. On a vu cette position donc très peu nuancée. Est-ce que il y a un manque de mesures justement dans ces positions apparentes du gouvernement et de la classe politique ? Alors, d'abord une toute petite précision, l'expression animaux humains n'a pas été utilisée par le Premier ministre Netanyahou, mais de mémoire par un officier qui commentait en fait ce qui allait se passer à Gaza. Ensuite, si vous voulez, effectivement, vous soulevez beaucoup de questions à la fois, et moi je vous propose qu'on les traite de manière très très sereine, les unes après les autres. Premièrement, il y a en France la première communauté juive d'Europe, et le rôle du gouvernement est de protéger chacun de nos concitoyens. Donc, toute attaque contre un de nos concitoyens qui est de religion, de culture ou d'ascendance juive, est absolument inadmissible, doit être puni par la loi. Deuxièmement, nous avons aussi en France, certains le déplorent, mais c'est une réalité, nous avons un certain nombre de nos compatriotes qui sont des musulmans. Et à partir du moment où ces compatriotes respectent les lois de la République, on ne voit pas au nom de quoi on leur reprocherait ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et là, je ne parle pas simplement du conflit de Gaza, mais d'autres conflits aussi bien. Troisièmement, il y a une vieille sagesse de la politique française qui consiste à dire on ne mêle jamais la politique intérieure et la politique extérieure. Alors, c'est une vieille sagesse de nos dirigeants pour une raison très simple, c'est que nous sommes un pays qui est très enclin à la guerre civile.
Nous aimons bien les discussions de principe, mais les discussions de principe, ça peut facilement dégénérer. Vous connaissez la caricature de la fin du 19e siècle sur l'affaire Dreyfus. Au début d'un repas, dans une famille bourgeoise, nous n'en parlerons pas. Et puis la deuxième caricature, c'est à la fin, tout le monde se bat. Ils en ont parlé. Donc, c'est un exemple. Et aujourd'hui, il est très clair qu'il y a un grand danger d'échauffer les esprits si l'on si l'on mélange le conflit de Gaza avec des problèmes franco-français. Alors, ça nous oblige, en progressant, et on va venir à la question de M. Darmanin, ça nous oblige à regarder en face la réalité. Premièrement, oui, nous avons eu ces dernières années une immigration incontrôlée. Et de fait, il y a un certain nombre de demandeurs d'asile ou de clandestins ou d'immigrés réguliers qui sont d'origine musulmane. Est-ce qu'ils pratiquent ou pas ? Il faut voir chaque individu, mais de fait, l'islam est devenue une religion sur le territoire français, ce qu'elle n'était pas il y a 60-70 ans. Il y avait un tout petit nombre de musulmans. On avait construit la grande mosquée de Paris, mais aujourd'hui, il y a des mosquées qui ont été construites sur une partie du territoire français. Donc, à partir de là, on a, pour un gouvernement français, pour un chef de l'État, pour un Premier ministre, pour un ministre de l'Intérieur, on est obligé d'avoir une grande prudence lorsqu'il y a un conflit qui met aux prises ailleurs dans le monde des gens d'une confession et des gens d'une autre confession. En l'occurrence, en ce moment, ce sont les juifs et les musulmans, mais on pourrait imaginer un affrontement entre chrétiens et musulmans, etc. Donc là, il faut faire preuve d'une énorme prudence pour que les esprits ne s'échauffent pas. Et c'est là qu'on peut s'interroger aussi sur la priorité. Effectivement, il y a des risques d'attentats commis par des extrémistes musulmans, islamistes depuis quelques années. Bon, eh bien, ce qu'on a vu récemment à Arras, c'est que la police avait du mal à identifier quelqu'un qui allait passer à l'acte. Moi, je serais le gouvernement, je serais très modeste après un tel échec. Et je dirais, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à anticiper. Ça fait 15 ans au moins que Gilles Kepel, qui est le meilleur spécialiste français du monde arabo-musulman, dit les forces de sécurité françaises ne sont pas en mesure d'appréhender sur les réseaux sociaux tout ce qui s'y passe et qui souvent permettrait d'anticiper les attentats. On a un problème. On le résout, on travaille dessus. Et je trouve très arrogant, en fait, de la part du gouvernement français de dire, finalement, oui, c'est malheureux, minute de silence, etc. Mais par ailleurs, on a aussi un rôle à jouer en Israël. Moi, je pense qu'avant d'aller en Israël, M. Macron devrait d'abord se demander tout ce qui ne marche pas et qui fait qu'on a des risques d'attentats terroristes en France. Et je reviens à ce que je disais à l'instant, il faut absolument séparer les problèmes intérieurs des problèmes extérieurs, sinon on ne s'en sort jamais. Évidemment. On va revenir sur cette question de confusion qu'il peut y avoir entre justement notre situation intérieure et la situation internationale. D'ailleurs, effectivement, vous le disiez, Emmanuel Macron est actuellement arrivé en Israël, en train de donner une conférence de presse avec le Premier ministre Netanyahou. Juste pour revenir sur ma question, lorsque je disais qu'il y avait l'idée de ce soutien un petit peu inconditionnel, en tout cas, le monde arabe a perçu notre position comme clairement du côté d'Israël. Est-ce que et vous parliez, effectivement, on a une communauté musulmane en France qui est très importante. Le monde musulman, en tout cas, c'est ému de notre prise de position. Vous avez raison. Alors, il faut d'abord rappeler que, bien sûr, en France, il y a des musulmans d'origine arabe, mais aussi persophones, mais aussi turcs,
Donc le monde musulman est un monde complexe et c'est un défi dans des pays européens de vieille culture chrétienne d'assimiler ces populations. Et je dis pas du tout que ce soit impossible, mais simplement il faut y consacrer beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts dans le respect mutuel. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Et ensuite, vous disiez, oui, il y a eu cette perception. Alors, est-ce que c'est de la maladresse de la part du gouvernement français? Est-ce que c'est de la partialité? Moi, je ne vais pas entrer dans ces considérations-là. Vous avez raison. Il faut toujours mesurer les fruits d'une politique plutôt que les intentions. Bon. Et effectivement, je crois que vous avez raison. Il y a une vieille tradition française d'amitié avec Israël. Eh bien, il faut la cultiver. Il y a une vieille tradition française d'amitié avec les pays arabes et avec un certain nombre de pays musulmans qui ne sont pas arabophones. Eh bien, il faut la cultiver aussi. La France a une mission universelle. La France a d'autre part une mission qui est une mission de service de l'équilibre des puissances pour la justice internationale et la paix. Il y a des résolutions de l'ONU, la France est membre du Conseil de sécurité. Eh bien, il faut faire respecter ces résolutions de l'ONU. L'ONU protège, c'est la meilleure protection de l'existence de l'État d'Israël, d'une part, mais d'autre part, il faut avoir le courage aussi de dire à nos amis israéliens que depuis des décennies, ils s'asseyent assez cavalièrement sur les résolutions successives de l'Organisation des Nations Unies. Alors, il faut savoir, soit on est dans le droit du plus fort, mais c'est une logique qui est dangereuse, soit on est dans le droit international et donc il est normal de respecter ce droit international. Et j'insiste sur un dernier point qui pour moi est extrêmement important dans ce qui se passe actuellement. Je pense qu'en plus, il y a une grande illusion chez les politiques français qui ont pris position. En gros, c'était Hamas contre Israël. Or, en fait, on a effectivement le Hamas et d'autres mouvements dits de la résistance palestinienne qui ont fait démarrer un conflit. Ça, personne ne va le nier. Et ils l'ont fait démarrer de manière très brutale. Une sorte de razzia préparée militairement avec effectivement des horreurs qui ont été commises. Mais en face... est-ce que vraiment nous avons à nous mêler de ce que va être la réaction de la société israélienne? On a un Premier ministre, Benjamin Netanyahou, qui est extrêmement impopulaire. Et d'ailleurs dont la popularité, paradoxalement, a baissé depuis le début du conflit, puisque certains lui reprochent de ne pas avoir su défendre le pays au début. Donc, moi, je serais la France, je serais le gouvernement français, je veux dire, je serais très prudent. Parce que est-ce que vraiment, de la part de M. Macron, aller s'afficher à côté de Benjamin Netanyahou, c'est répondre aux aspirations profondes du peuple israélien? Moi, j'en suis pas sûr. Et de même, est-ce que condamner unilatéralement le Hamas, comme ça a été fait, mouvement terroriste, etc., est-ce que c'est être assez prudent pour protéger les populations palestiniennes qui éventuellement sont la victime de manipulation du Hamas ou d'autres organisations et que nous devrions protéger? Moi, j'ai été extrêmement choqué que la France s'oppose à la résolution de cessez-le-feu sur Gaza pour des raisons humanitaires qui avaient été proposées par les Russes. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans la politique française. Exactement. Justement, on est en train de parler du manque de prudence. On a l'impression d'avoir une position très peu nuancée. On a eu cette résolution qui a été déposée à l'ONU par la Russie. La France a posé son droit de veto. Et aujourd'hui, Macron arrive en Israël avec un mot d'ordre, apparemment, ce sera de demander justement un cessez-le-feu. On est perdu, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un revirement total? Est-ce qu'on a une stratégie diplomatique? C'est une question difficile que vous posez. Premièrement, il y a eu cette résolution russe qui a été rejetée et la France y a contribué. Deuxièmement, le Brésil a essayé de faire passer une résolution le lendemain, de mémoire. Et là, ce sont les États-Unis qui ont mis leur veto. Exactement. Et la France s'est abstenue, je crois. Et la France, oui, je pense que vous avez raison. Donc, on a une situation qui est quand même tout à fait étonnante où la France, membre du Conseil de sécurité,
et qui devrait jouer le rôle de sage dans ce Conseil et qui devrait toujours chercher la résolution des conflits, là, devient partisane. Alors, vous avez tout à fait raison de souligner la contradiction. Je pense qu'on est dans le « en même temps », mais en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le « en même temps », ça ne marche pas en diplomatie. La pensée complexe, oui. La volonté de ne pas prendre parti dans un conflit, mais ça, c'est pas du « en même temps », c'est se poser comme arbitre. Ça, et pour être arbitre, il faut être fort et il faut être respecté. Et la France l'a été pendant longtemps. Je pense que encore jusqu'à Jacques Chirac, on pourrait dire Nicolas Sarkozy aussi sur le conflit de Géorgie en 2008, la France était capable d'avoir une position. Je pense qu'à un tournant, malheureusement, en 2011, lorsque le gouvernement français se lance dans la guerre de Libye, qui a été une catastrophe dans ses conséquences, là, on cesse d'être un arbitre, un possible recours. Alors, là, vous savez, en diplomatie, il y a la puissance des États, et puis il y a aussi le respect qu'ils inspirent. Vous avez de petits États qui sont très respectés comme médiateurs parce que on sait qu'ils ne prennent jamais de position arbitraire et qu'ils respectent le droit international. Eh bien, la France est encore une puissance, donc elle pourrait jouer sur les deux. Elle a sa tradition, qui est une tradition de respect du droit international, qui est une tradition d'universalisme, et elle a d'autre part une réelle puissance, étant un pays doté de la bombe nucléaire, ayant une économie encore relativement forte, et étant membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et oui, malheureusement, on est dans la contradiction. Comment le président français peut-il être crédible lorsqu'il demande un cessez-le-feu après avoir fait échouer une résolution de l'ONU qui réclamait précisément ce cessez-le-feu et qui était tout à fait viable? Et notre perte de crédibilité à l'échelle géopolitique, est-ce qu'elle est liée justement à cette absence de mesures qui va induire un certain manichéisme, du gouvernement finalement de l'émotion contre la raison? Alors, dans ce que vous dites, il y a plusieurs choses. Il y a l'émotion, effectivement, le règne des émotions. Donc, ce que fait tel État, c'est pas bien. Ce que fait tel État, c'est bien. Oui, enfin, sauf que il faut éviter de mettre le bien et le mal dans la réalité politique et diplomatique, parce que sinon on finit par le camp du bien contre le camp du mal. Or, il n'y a aucun pays à qui on puisse dire qu'il est de toute façon dans le camp du mal ou de toute façon dans le camp du bien. Ce serait absurde. Donc, il y a ça. Je crois, si vous voulez, que les politiques français ne se rendent pas compte de l'influence qu'ils pourraient garder dans le monde. D'abord, nous sommes un pays qui a des possessions, des îles et des possessions, un domaine maritime sur tous les océans. Ça nous donne une voie absolument extraordinaire si nous voulons nous en servir. Ensuite, nous avons la francophonie. Si nous voulions nous en servir dans le sens de l'apaisement des relations internationales, à ce moment-là, toute l'Afrique qui aujourd'hui nous rejette, toute l'Afrique francophone, nous soutiendrait, évidemment. Et donc, je crois qu'il serait très important de revenir à une diplomatie d'apaisement, d'équilibre, ne serait-ce que parce que c'est ce à quoi aspire l'immense majorité du monde. Aujourd'hui, on l'a vu déjà avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, les pays d'Amérique du Nord et les pays de l'Union européenne ont été surpris de voir que, au-delà de la condamnation formelle de l'agression russe, évidemment, aucun État souverain à l'ONU ne va dire bravo à un pays qui envahit un autre pays. Mais au-delà de ça, l'immense majorité, 80% des pays du monde, ont dit il y a la possibilité d'une négociation, d'une solution négociée, et c'est ça que nous prônons, et nous ne voulons pas voter de sanctions anti-russes. Alors ça, les Occidentaux n'ont toujours pas compris, en fait. C'est ça qui est très frappant, et peut-être qu'Emmanuel Macron, au départ, sentait un peu la chose, mais
finalement, il s'est incliné devant ce que disaient les États-Unis d'Amérique et ce que disait la Commission européenne. Et là, je crois que dans le conflit israélo-palestinien, on est sur une situation du même type. L'immense majorité des pays du monde ne souhaite pas qu'il y ait une escalade. Au contraire, souhaite une désescalade et souhaiterait un règlement définitif de la situation dans la région avec une coexistence de tous. Et malheureusement, la France ne contribue pas à cet apaisement. Et justement, donc on peut observer un parallèle entre le conflit qui peut y avoir en Ukraine et en Russie et celui qui peut y avoir entre Israël et le Hamas. Dans le traitement, dans les réactions politiques, on le disait, qui semblaient guidées par l'émotion et donc figées dans un certain manichéisme qui empêche d'avoir une lucidité sur les événements et qui empêche aussi de voir la complexité des choses, puisque comme vous le disiez, ce n'est pas parce que le Premier ministre israélien affirme quelque chose que tout le peuple israélien consent d'une même voix, et inversement pour le Hamas, et puis après ça peut s'appliquer partout. Oui, vous avez raison. Deux choses. La première, effectivement, je connais bien la société israélienne. J'aime beaucoup Israël. J'y suis allé souvent. Et je suis frappé de voir qu'aujourd'hui, c'est une société qui aspire au développement économique. Par exemple, j'ai été responsable d'université. J'ai été invité dans les universités israéliennes. Le Technion à Haïfa, c'est un bijou. C'est une des meilleures universités d'ingénierie du monde. Vous imaginez s'il y a un conflit, si cette université est anéantie par quelques missiles, c'est terrible. C'est une régression pour toute l'humanité. Donc tout ça, il faut l'avoir en tête. Et par ailleurs, vous parlez du 2 poids 2 mesures. Effectivement, je ne porte pas de jugement, mais quand les Russes bombardent telle ville ukrainienne, à ce moment-là, aussitôt on crie crime de guerre. Quand les Israéliens bombardent Gaza, on dit non, mais en fait, c'est des fake news, etc. Moi, je n'ai pas apporté de jugement. De toute façon, la guerre, c'est atroce. Et de toute façon, il y a, pardonnez-moi l'expression, mais il y a des saloperies qui sont commises des deux côtés. On ne fait pas la guerre tout seul. Et donc, exactement comme entre Russes et Ukrainiens, entre Palestiniens et Israéliens, je crois qu'il faut raison garder. Et il vaut mieux, pour éviter les crimes de guerre, il vaut mieux arrêter un conflit. Et franchement, si toutes les puissances s'y mettent, surtout quand on a le poids de la Russie, de la Chine, de la Turquie, de l'Arabie Saoudite, pour souhaiter, en plus éventuellement de la France, que je souhaiterais mettre fin à ce conflit et faire respecter enfin les résolutions des Nations Unies, on devrait y arriver. Et de ce point de vue-là, ce qui se passe est absolument terrible. Est-ce qu'il n'y a pas en France aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, l'impression qu'il y a une grande confusion entre ce qui se passe donc en interne, entre nos soucis intérieurs, et notamment la lutte contre le terrorisme, et justement ce souci ce problème géopolitique international, et qu'on confond un petit peu tout dans la manière dont ça va être traité politiquement. Et je voudrais juste, pour illustrer ça, juste après avoir préparé cette question, donc on écoutait la conférence de presse qui débutait d'Emmanuel Macron et de Netanyahou, et justement Netanyahou va dans mon sens, puisque lui-même a pris la parole en expliquant à Emmanuel Macron: vous avez l'islamisme au sein de vos frontières, vous connaissez ça avec les attentats. Voilà, nous ne voulons pas d'un État islamiste dans nos frontières. Et c'est comme ça qu'il ouvrait son discours. Alors, effectivement, Monsieur Netanyahou ne manque pas de toupet, puisque tout spécialiste de la région sait que, à une certaine époque, il était absolument favorable à ce que le Hamas se développe pour débarrasser Israël des interlocuteurs palestiniens partisans d'une version laïque
d'un État palestinien. Donc, effectivement, mais On l'a dit ici, sans doute les grands politiques ont-ils besoin d'avoir un toupet monstre. Mais là, moi, je réagis comme citoyen français. Je me garderais bien de conseiller au Premier ministre israélien ce qu'il doit faire pour conduire son pays, de dire au peuple israélien quelle est la réaction la plus légitime. On peut conseiller, mais en revanche, il n'y a pas d'injonction à donner. Et là, en sens inverse, ne mélangeons pas les situations. Je veux dire, la situation n'est la même qu'en apparence. Pas parce qu'il y a des musulmans et des juifs sur le territoire français. Ça n'est pas parce qu'il y a effectivement un risque terroriste sur le territoire français et qu'il y a quelques musulmans radicaux, fanatiques, on va comparer absolument la situation. Que chacun... vous savez, le grand avantage de mettre la souveraineté des États au cœur des relations internationales, c'est que chacun s'occupe des problèmes, des défis qu'il a à surmonter au sein de ses frontières et ne se mêle pas de ce qui se passe chez les autres. Et je pense que effectivement, il faut raison garder. Il faut surtout pas alimenter une éventuelle radicalisation de quelques individus, comme on l'a vu à Arras ou dans les Yvelines, où heureusement la police a évité un autre attentat, et remercions les forces de police de ce point de vue-là. Il ne faut surtout pas effectivement alimenter un possible conflit interne à la France par l'importation d'un conflit venu d'ailleurs. Et puis, si vous voulez, tout ça n'est pas très cohérent. Dans le conflit arménien entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le Haut-Karabakh, de quel côté se situe Israël ? Je veux dire, c'est pas du côté des Arméniens. Donc, est-ce qu'on va avoir une position inconditionnelle ? Est-ce qu'on va décréter qu'Israël est notre ennemi parce qu'il n'a pas la même position que la France qui souhaite défendre les Arméniens ? Tout ça est incohérent. La politique étrangère est fondée sur la prudence, sur le respect des souverainetés et sur la recherche d'un équilibre entre les forces en ne mêlant jamais les questions religieuses aux questions politiques. Donc c'est tout l'inverse de ce qu'on fait en fait. Je pense aussi du coup à vous demander, il y en a dont on ne parle pas dans ce conflit, ce sont les chrétiens, puisqu'il y a aussi des chrétiens là-bas. Et quelle est leur situation ? Qu'est-ce qu'il advient d'eux ? La situation est absolument terrible. Moi, j'y suis d'autant plus sensible que moi-même je suis chrétien. Et que je suis allé en Israël pour des raisons professionnelles, quelquefois, mais aussi quelquefois comme pèlerin, pour aller sur les lieux saints, pour aller au Saint-Sépulcre. Donc, je crois que effectivement, vous avez entièrement raison. Quand on parle des Palestiniens, il y a un amalgame insupportable qui est fait en permanence. Palestinien égale musulman égale islamiste. Bon. Oui, sauf que vous n'avez pas de chance. Il y a quelques jours, il y a une église orthodoxe grecque de rite grec qui a été bombardée à Gaza. J'ai publié moi-même ce matin dans le Courrier des Stratèges à propos de la communauté catholique de Gaza, dont les ressortissants, un petit millier, restent très courageusement et comme il le suggère très bien dans l'interview, ils n'ont pas cédé aux injonctions du Hamas qui les mettait sous pression. Ils n'ont pas de raison de céder aux injonctions de Netanyahou qui leur demande de quitter là où ils habitent et là où ils pratiquent la religion. À Gaza, en plus, un lieu qui est saint pour les chrétiens, puisqu'il s'agit de l'église de la Sainte Famille et qu'une tradition immémoriale dit que c'est là que la Sainte Famille fuyant en Égypte s'est arrêtée. Donc, effectivement, vous avez entièrement raison. De toute façon, je vais vous dire, si on va dans la surenchère religieuse, ça aura comme première conséquence le départ des chrétiens. On l'a vu au Moyen-Orient, on l'a vu en Irak, où aujourd'hui, il n'y a plus que 10% du nombre de chrétiens qu'il y avait en 1990. On a vu le sort terrible des chrétiens causé
par la guerre de Syrie. On a vu aussi comment beaucoup de chrétiens libanais avaient quitté leur pays au fur et à mesure des décennies. Aujourd'hui, 80% des Libanais qui vivent hors du Liban sont des chrétiens. Donc tout ça est absolument terrible et nous sommes, autant je disais tout à l'heure, ne mêlons pas la religion et la politique, autant il faut se rappeler que la France a une vieille mission qui remonte à Saint-Louis, qui est de protéger l'accès aux lieux saints en Terre Sainte, appelons-la par son nom chrétien, et aujourd'hui, cela veut dire absolument préserver, de mon point de vue, cela veut dire préserver l'accès de tous, qu'ils soient juifs, musulmans ou chrétiens, à leurs lieux saints. C'est absolument fondamental et ça fait partie de la résolution du conflit. Merci beaucoup. Merci Édouard Husson pour cet éclairage. J'étais ravi d'avoir cette occasion d'exprimer un point de vue différent de ce qu'on entend, mais je crois que c'est essentiel pour le débat public. Effectivement, oui, ça permet de penser les choses avec un peu plus avec un angle un peu plus large.